Pour ceux qui étaient sortis boire un coup, se sustenter à un moment donné, on s'est lancé sur le débat juste pour l'amorce autour du film de Frantz Fanon. Évidemment, on va passer par la suite très vite à nos sujets, à notre sujet de débat. Ah, Fatih, bien sûr, sur... Oui, d'abord, bonjour. Fatih Boisroy, directeur régional de la Fondation Abbé Pierre. La question, c'est de se poser, mais pourquoi l'Abbé Pierre est là, de ce côté-là, est affiché un peu partout? Oui, merci Ali. Donc la question s'est posée à un moment donné de savoir si on allait participer à quelque chose qui a un rapport avec la santé mentale. Nous, notre propos, c'est le logement pour tous. Et pour nous, il n'y a pas de question spécifique. Malade, pas malade, tout le monde a droit à un logement. Et la bataille de la Fondation Abbé Pierre, c'est de manière inconditionnelle, et pour tout homme et femme et famille, il faut un logement. Et il faut un logement. D'ailleurs, l'abbé Pierre, chez nous, nous inculque, et au sein de la Fondation, mais aussi dans les communautés Emmaüs, une phrase qui est très importante chez nous, c'est servir premier le plus souffrant. Ça ne veut pas dire les malades, ça veut dire les plus fragiles, les plus vulnérables, les plus pauvres. Et donc, à la limite, quand on voit aujourd'hui les vieux migrants qui vivent dans des hôtels meublés ou à l'UHU de la Madragueville, effectivement, on doit s'en occuper. Il est anormal que des gens qui ont laissé leur santé à construire nos routes, nos immeubles, soient dans ces conditions-là. Et effectivement, quand on voit aujourd'hui leur état mental, là, ça rend fou d'avoir vécu tout ça et se retrouver dans un tel dénouement. Et donc notre propos, il est clair. Il n'y a pas à traiter de manière spécifique tel ou tel public. Il y a besoin globalement que l'ensemble des personnes aient des droits. Un droit au logement. Et il se trouve que, juste pour revenir sur nos principes, le principe d'inconditionnalité, pour ceux qui connaissent les communautés Emmaüs, dans une communauté Emmaüs, il y a toujours, a priori, certaines communautés ne le tiennent pas si bien que ça, il y a toujours un lit ou une chambre pour les passagers. Et ils accueillent que vous soyez sans papier, avec papier, noir, bleu, malade. Et vous ne pouvez pas vous imaginer dans chaque communauté le nombre de gens qui présentent des troubles, qui ont des souffrances et qui pourtant trouvent dans ces lieux-là un accueil. Donc pour nous, il est naturel d'être présent ici, mais à la limite pas plus qu'ailleurs, pas plus que quand on parle d'autres situations. Le propos, pour nous, ça a été surtout, la fois où on a croisé indirectement la route de M. Girard, il est où? Il n'est pas là. Ah, de M. Girard. Et parce qu'on nous a présenté une situation particulière, quelque chose qui nous a paru dans un premier temps très subversif. C'était un squat dans une rue du centre-ville, un squat de personnes qui présentaient des difficultés, parce que certains, certes, étaient malades, d'autres avaient peut-être des addictions, je ne sais même pas exactement, parce qu'on n'a pas cherché, nous, en tant que Fondation Abbé Pierre, à connaître l'état mental ou l'état de santé des personnes. Il était important d'apporter notre contribution et notre aide au fait que des gens qu'on met à la rue, qu'on emprisonne quelquefois, par rapport à leur comportement, il était important qu'ils puissent avoir un droit à se loger. Fatih, et qu'ils puissent le revendiquer. Fatih, je voulais juste faire un raccord. Là. Je me présente, Ben Rescala Ali, écrivain et sociologue. C'est un peu dur de dire ça. En fait, le choix du film, au-delà de la partie colonialiste et de la décolonisation, pour nous, la décolonisation, avant tout, les revendications, c'était les revendications sociales. Tous les pays des colonies n'ont jamais voulu quitter la France. Ils voulaient juste des revendications sociales. Et le choix de ce... Et après, je fais un raccord avec le thème d'aujourd'hui. Et pourquoi Frantz Fanon? Parce que Frantz Fanon, dans ses visions, dans son analyse, déjà décrivait justement l'après-décolonisation et surtout les revendications sociales qui allaient réapparaître. Et c'est ce que l'on vit aujourd'hui, quoi. Et donc, pourquoi Frantz Fanon aussi? Parce que dans les quartiers nord aussi, après je passerai la parole, on a libéré Marseille par les quartiers nord. Donc, il y a aussi cet héritage. Et donc, nous, l'idée, ce n'est pas de dire
il y a des bons Français. Non, c'est pas, la question n'est pas là. C'est est-ce qu'on peut prendre le fil conducteur qui nourrisse aussi ces revendications, qui est justement les injustices sociales. Donc de là, pour nous, c'était évident d'amener justement tous ces visages des injustices sociales autour du social d'aujourd'hui. Et avant tout, comme on dit, pour commencer une vie, il faut avoir un habitat. Et là, je te passe la parole à... Ah bah ouais, très pratique. Ça va? Ok. Voilà, dès que vous avez des réactions ou des choses à dire, voilà, vous levez la main. Le démarrage est un peu décousu, mais en même temps, c'est comme ça aussi que les choses se font. Ça permet à chaque cerveau disponible de se mettre en route à l'endroit où il se trouve. Pour décomplexer, lâchez-vous, quoi. Ouais. Parce que là, c'est juste... Non, parce que Fatih, là, pour vous dire, là, c'est l'envers de la médaille. C'est honnêtement, Fatih, la France, c'est un beau pays. Vous vous rendez compte? Un arabe musulman qui a perdu... Ouais, mais qui a perdu ses non, trucs-là. il n'est pas musulman. Oui, non. Ah, il boit du rouge et il boit un arabe muselé, président de la Fondation Abbé Pierre. Chrétien, oui, on a vu ça. Quoi. Il n'y a qu'en France, quoi. T'imagines un catholique président du Croissant-Rouge? C'est pas possible. Non, ça serait possible dans l'état de laïque dans lequel... voilà. Fatih, tu n'avais pas fini? Je te laisse finir. Comme ça, je vais finir sur la question du marabout. Le marabout, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est effectivement, si je ne me suis pas trompé, parce que moi j'ai suivi ça un petit peu de loin, donc c'était effectivement ce squat, et ce squat-là était comme d'autres squats. Il avait été quand même toléré, parce que je pense qu'il y avait l'assistance publique de Marseille qui suivait grâce à Vincent, les personnes qui étaient là et aux équipes des hôpitaux de Marseille. À partir de là, nous avons eu quand même, d'un point de vue institutionnel, l'État qui a jeté un œil là-dessus en se posant effectivement un certain nombre de questions, en essayant, je le dis clairement, de vérifier dans ces propositions comment il pouvait construire ses politiques. L'État construit, par rapport aux malades mentaux, mais par rapport à beaucoup de gens, 3 manières de gérer la chose. Soit il comprend que c'est la société et que donc la dimension sociale qui est en cause. Et donc à ce moment-là, il apporte des réponses. Et sur la question des SDF ou des malades qui se trouvent aujourd'hui à la rue ou en prison, il comprend que c'est l'absence de logement et c'est une question de construction du logement. La deuxième, elle est très claire, c'est celle qui est souvent utilisée, c'est pour les malades, mais aussi pour ceux qui ne supportent pas, c'est la question de la médicalisation. Et la troisième, c'est celle qui je crains le plus et celle qui revient le plus souvent, c'est la criminalisation, c'est la pénalisation. Et d'ailleurs, puisque tu travailles en prison, on voit les conséquences, effectivement, de ces choix-là. Et chaque gouvernement dose les choses. Et je pense, quand il a vu cette expérience, a considéré qu'elle faisait peut-être partie d'une réponse possible à la question des malades, pour lequel, je rappelle, l'État, depuis les années 60, cherche à fermer effectivement les hôpitaux pour des questions en réalité d'économie au départ. Ça ne veut pas dire que l'intention est mauvaise, parce qu'effectivement, les hôpitaux tels qu'ils ont existé, on peut se poser des questions. Et puis en plus, est-ce que c'était la bonne réponse? Sauf que, encore les derniers textes faits par Evin étaient clairs, c'était faire des économies. Et donc on a fermé des lits d'hôpitaux sans apporter les alternatives réelles. Et dans l'expérience qu'on a pu voir sur le Housing First et sur ce qui s'est passé au niveau international, aux États-Unis, mais aussi au nord de l'Europe, des expériences montraient qu'on pouvait proposer des alternatives. Et donc, dans ces alternatives, il y a eu effectivement le Housing First. Là où j'ai été un petit peu choqué, je le dis, Housing First, c'est le type de programme. Mais Vincent peut en parler mieux que moi. Hein. Il va parler? Oui, bien sûr. Tu peux en parler? Parce que je voulais juste dire ce qui me choque, moi, qui m'a choqué ensuite dans la démarche. C'est que dans la démarche, ensuite, assez rapidement, on s'est retrouvé sur une démarche médicalisée. C'est-à-dire qu'on a fait un choix de mettre à la tête des équipes, par exemple à Thomas, mais c'est ce que je pense après. C'est pour ça qu'il y a un débat, c'est bien là. On a décidé de faire en sorte de répondre à la question de la maladie
Et donc, on a fait le choix de mettre la question médicale en avant et pas la question des droits. Et ça, c'est ce qui m'a un petit peu choqué, d'autant plus que, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais reprenez-moi, à un moment donné, on a fait aussi le choix d'avoir une équipe qui allait être un groupe qui allait être témoin placebo et l'autre côté, ceux qui seront dans le logement pour vérifier. On a eu la même démarche que ce que font les firmes pharmaceutiques pour tester leurs produits. Et c'est vrai que sur la question de la citoyenneté et sur la question des droits, je me suis interrogé sur ce type de programme parce que pour moi, il n'y a pas de différence entre le vieux migrant qui a 70 ans et qui doit aller dormir à l'UHU et celui qui a des problèmes de santé mentale liés souvent à son environnement, mais pas seulement. Eh bien, pour moi, il n'y a pas de différence. Il y a besoin pour tous d'un logement. Et ne confondons pas, le logement n'est pas le médicament. Le logement peut être un facteur qui aide les personnes, mais il ne peut pas être le médicament. Et dans l'histoire de Housing First, c'est ce que j'ai cru comprendre, nous avons eu à un moment donné l'impression que c'était la solution médicale. Voilà, allez, provocation faite. Il a dit. J'étais venu pour ça. Hein. Vincent, quelqu'un ouais. Thomas? Vincent? En fait, la chat, tu demandes pas la parole, on te la donne, quoi. C'est ça. Non, je croyais qu'on prenait la parole. Mais bon, ça va, non, mais c'est pour faire une ligne de réponse. Tu veux que je parle, je vais parler. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est marrant parce qu'en ce moment, je suis en train avec Pauline qui est là, et puis d'autres chercheurs, on est en train d'écrire cette histoire et essayer de réfléchir. C'est quoi les tensions morales, éthiques de ce type de passage d'une expérience d'un squat à un essai randomisé, multisite sur 4 villes, pour essayer de faire pénétrer dans le cerveau des politiciens à la fois locaux et nationaux que le droit au logement, c'est quelque chose qui est non seulement un droit d'une évidence absolue, c'est-à-dire être obligé de faire un essai randomisé pour expliquer à l'État et aux acteurs, parce que c'est pas que l'État, hein, c'est les acteurs de terrain aussi qui pensent qu'il y a certaines personnes qui sont pas capables d'accéder à un logement ordinaire. Il faut voir que quand vous discutez avec des psychiatres ou des travailleurs sociaux, ils vous disent « Ah non, mais celui-là, il pourra jamais accéder à un logement parce qu'il est trop fou ». C'est pas juste des questions de décision politique, c'est la décision de toute une société de savoir si oui ou non le logement est un droit, et est-ce que tout le monde et arrêter de se poser la question de savoir si les gens sont capables ou pas, et c'est la question de la capacité, et c'est vrai que Frantz Fanon le dit pour les Algériens, Bassaglia le dit pour les gens qui ont des troubles psychiatriques ou qui ont une étiquette psychiatrique. C'est la question, est-ce que c'est des gens comme tout le monde? Donc c'est toujours cette question-là qui revient en boucle. Je reviens juste un peu en arrière quand même, parce que c'est ce qui a amené à un positionnement et à une réflexion politique de certains psychiatres. C'est ce qui s'est passé avec notre ami Adolphe, donc, qui a quand même décidé en 1938 de commencer le test de l'extermination d'un certain nombre de personnes qui étaient considérées comme non nécessaires à la société. Il a commencé par les malades mentaux. En 1938, les camps de concentration, les premiers tests, il en a tué à peu près 70 000 de façon organisée et industrielle. Mais nous, les Français, on a fait la même chose à peu près. On a fait un score un peu plus bas. On en a tué 50 000 juste en diminuant la ration alimentaire. C'est-à-dire que Pétain a décidé, enfin le gouvernement de Pétain, pas lui, hein, parce que lui décidait de rien, il était trop vieux, a décidé que les rations alimentaires dans les hôpitaux généraux seraient de tant de calories, puis dans les hôpitaux psychiatriques, il a diminué le niveau de calories. Donc c'est des calories qui étaient en dessous des besoins vitaux. Et donc il y a 50 000, entre 40 000 et 50 000 malades mentaux, enfin de gens qui étaient considérés comme malades mentaux et qui étaient dans les asiles psychiatriques en France, qui sont morts de faim. Et vous avez des psychiatres, hein, des médecins qui ont décrit tous ces phénomènes en faisant semblant de ne pas comprendre ce qui se passait, quoi. Alors les gens, ils étaient juste en train de crever de faim, et les autres, ils cherchaient des explications psychologiques ou psychiatriques au fait que les gens étaient en train de crever de faim. Et c'est vrai que c'est un peu la même chose qui se passe aujourd'hui de façon un peu plus douce et un peu plus masquée, c'est-à-dire qu'on essaye de donner des explications psychologiques ou psychiatriques au fait qu'il y a des gens qui meurent dans les rues, alors que la seule raison pour laquelle ils meurent, c'est qu'on ne les considère pas comme des citoyens comme les autres. Alors pourquoi faire un essai randomisé pour
pour essayer de faire comprendre les choses. Moi, je pense pas que ça soit la solution. C'était juste à un moment donné parler le langage des gens, parler leur langage, les prendre à leur propre jeu, leur dire ah ouais, vous voulez des preuves, vous voulez vérifier que même d'un point de vue purement scientifique, votre démarche elle est pas rationnelle. Et c'était amener une preuve sur la compétence des gens. Et je pense que le programme HSO d'abord, ce qu'il a montré, nous on le sait parce qu'on traite les données là actuellement, c'est que des gens qui sont particulièrement atteints de troubles psychiatriques sévères, qui sont très malades, qui sont très éloignés, qui ont passé 10 ans dans la rue, eh ben même ces gens-là, ils sont capables de rester dans un logement, de le gérer et de vivre mieux et d'aller mieux, quoi. Et c'était ça l'objectif du programme Chez Soi d'abord, c'était de dire que tout le monde, même les plus éloignés, ils sont capables d'avoir un chez soi. Et c'est pas seulement une question de c'était le lien entre la capacité et le droit. C'est-à-dire de dire qu'ils ont un droit, mais ils ont un droit qu'ils sont capables d'assumer. Parce que la citoyenneté, c'est des droits et des devoirs. Et donc tout l'enjeu était de montrer qu'ils avaient cette capacité à le faire. Voilà. Cette citoyenneté qui, et nous on le voit tous les jours, c'est-à-dire qu'ils y arrivent et qui après, la solution elle est très simple, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un a un logement ordinaire, il est plus SDF. Alors que quelqu'un, quand il est dans un centre d'hébergement, il continue à être SDF. Et donc c'est une manière radicale d'enrayer le problème du sans-abrisme. Et les chercheurs qui se penchent sur le sujet vous le disent, le sans-abrisme SDF égale 0, il n'y a plus de sans-abrisme en France, c'est tout à fait possible et c'est économiquement tout à fait viable, donc ce n'est pas une question d'argent et c'est une autre raison pour laquelle le sans-abrisme perdure dans les pays riches. Et c'est une autre raison, moi je ne vais pas dire ce que je pense sur ce sujet-là, mais je pense qu'il y a une véritable utilité à ce qu'il y ait des gens qui restent dans la rue parce que ça fait peur et ça permet aux gens qui sont eux, qui ont un logement et qui ont juste le SMIC, de se dire oh là là, mais moi je vais bien finalement. Parce que, regardez, il y en a dehors, ils sont en train de crever, quoi. Oui, moi, j'essaye d'amener aussi d'ouvrir notre piste. Parce qu'entre la lecture, justement, médicalisée du social et surtout des SDF, et aussi la culture de base de la Fondation Abbé Pierre, qui est, par tradition, la prise en charge du social sur toutes ses formes, moi, je vois un glissement qui s'opère. Comme on le voit aussi dans toute la dimension sociale, c'est la privatisation de ces thèmes. C'est là on voit aussi toutes les 3 périodes qu'on a pu traverser. À un moment donné, dans les quartiers nord, comme dans tous les quartiers, dans les banlieues, tout ça, la seule réponse qu'on donnait pour les revendications sociales, après la crise économique de 1973, c'était que des flics. Des flics partout. De manière de assommer, éteindre les vraies douleurs. Après, ils ont vu que ça ne marchait pas parce que, comme dit les paysans du Mexique, ils voulaient nous enterrer vivants, ils avaient oublié que nous étions des graines. Donc ça pousse toujours. La deuxième, c'est qu'après, ils ont dit, tiens, là, on se met les flics contre le social, et bon, ça fait encore des barricades. On dit, on va renvoyer des artistes. Donc, beaucoup d'artistes, pendant des années, sont venus redorer, faire semblant, mais pas les artistes, hein, c'est les politiques qui étaient mis en place. Encore une manière d'étouffer une deuxième fois le côté social et ces inégalités qui s'opèrent d'un capital, son système, et qui en dit long. Et la troisième version qu'on nous donne, là maintenant, mais très habile, c'est de dire le social, non, c'est parce que les gens, on arrive avec une approche médicale. C'est ce qui dénote, on culpabilise les personnes. Alors vous savez, si vous n'avez pas d'appartement, c'est parce que vous êtes fou. Vous savez, c'est parce que vous êtes illettré. Vous savez, parce que vous êtes des cas sociaux, comme dans les années 80. Donc, là-dedans, dans ce glissement, je me dis, effectivement, c'est la gestion et le mécanisme qui nous pousse à ça. Comment on peut cautionner ça, quoi? Ça nous renvoie à chacun sur l'éthique qu'on a chacun de nous, quoi. C'est pour ça que moi, Fatih, bon, c'est pas parce qu'on est du même quartier, j'ai cet héritage fondamental qui est celle de la tradition, où il ne nous reste que la parole pour parler. Donc l'approche médicale, moi, elle me fait peur à moi, quoi. Donc, voilà. Ouais, Mohamed. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur le document sonore qu'on a tous entendu tout à l'heure.
pas pour ça. Et sur un point qui me touche et qui doit nous toucher tous, c'est celui qui nous fait comprendre ou saisir à un moment donné qu'on peut tous être prisonniers de préjugés et vite tomber dans ce qui s'est passé dans cette histoire avec Ali et finalement le considérer comme coupable d'emblée, quoi. Ça c'est la première chose que je voulais retenir. Et la seconde, ça concerne le document visuel sur Frantz Fanon. Il a été dit quelque chose d'intéressant concernant le fait que c'était compliqué de traiter de la santé mentale dans un pays colonisé. Alors ça, cet élément-là nous paraît évident. Une société corsetée, comme celles qui ont été colonisées, on peut difficilement imaginer, effectivement, qu'on puisse traiter les fous. Et je me disais que finalement, aujourd'hui, notre société, elle est peut-être pas colonisée au sens du document, mais elle est quand même encore corsetée. En gros, ça manque de liberté, tout ça, quoi. Bon, voilà, c'est un peu tout ce que ça m'évoque. C'est assez brouillon, mais ça va se préciser parce que en fait, tu es déjà dans la tchatchat de samedi, hein, puisque c'est folie, altérité, et donc tout à fait, tes réflexions, elles amènent du grain à moudre. Voilà. Après, c'est vrai que c'est bien de temps en temps de rester sur les sujets, mais il faut aussi se donner librement la parole. Donc, si vous avez des choses à dire, même si c'est pas le sujet exactement, allez-y, quoi. Le sujet, c'est enfermement physique, chimique, psychique et autre chose aussi. Et habité. Donc, voilà. Et donc on est effectivement aussi dans une... On peut le dire comme ça, parce que du coup, il a fait les références au documentaire et puis au film. On est aussi dans un processus de réflexion qui fait qu'on est habité par ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Du coup, un peu de liberté ne fait pas de mal et on peut sortir des sujets, parce que sinon, c'est toujours un peu regardant de rester trop fort sur les sujets. Voilà. Donc, Antoine. Ça te va comme réponse, Cathy? Ouais, donc Antoine. Oui, voilà, pour revenir sur le sujet de l'enfermement, et du coup, peut-être pour se porter un peu plus sur la question mentale de l'enfermement, qui est assez intéressant. Je trouve que finalement, quand j'écoute un peu Fatih ou tout le monde parler, ou quand j'essaie d'étudier un petit peu la question de l'enfermement, je me rends compte qu'on est un peu tous finalement enfermés mentalement, quelque part. Et que avoir un chez-soi, avoir des murs, finalement, ça nous permet des fois peut-être de nous libérer mentalement et pas de nous enfermer. Mais l'enfermement, j'ai l'impression qu'on le vit tous et qu'on est tous enfermés. Non. Voilà. Je vais jouer aussi à mes jeux vite fait. En fait, c'est peut-être, comme disait Alicia Ali tout à l'heure, c'est une question à se poser à chacun. Chacun doit se poser cette question. À quel moment je m'enferme dans mes logiques, dans peut-être mes préjugés, des fois, parfois. Et c'est ces enfermements-là mentaux qui empêchent l'ouverture physique des personnes, l'ouverture mentale, l'ouverture psychique, en fait. Et voilà. Donc, si je peux rebondir sur ce que tu dis, c'est que le problème d'être enfermé soi-même, c'est déjà un problème. D'être enfermé par les autres, c'en est un autre. Et secondairement, de s'enfermer soi-même pour justifier d'être enfermé par quelqu'un d'autre, c'en est encore une autre. Et en fait, moi, c'est là où pour moi c'est de plus en plus compliqué de travailler à la fois en prison et à la fois à accompagner des gens dans leur accès au logement, dans la reprise du pouvoir sur leur vie, tout ça. C'est que finalement, ça me paraît très clair en fait que ce que tu dis s'opère complètement dans les lieux d'enfermement. En fait, c'est que dès qu'il y a une catégorisation, de dire un tel il est comme ça, et en plus que ça soit renforcé par le fait que tu observes qu'il est en prison, par exemple. Un type qui est en prison, et ce qui est fou, c'est de voir que même les professionnels qui travaillent en prison ont complètement intégré les règles de la prison. Et c'est ça qui est un peu... C'est là où on est dans un pays qui est dans une phase peut-être assez intéressante, et c'est que pour une fois, on prend exemple sur quelque chose qui nous est étranger, les concepts du rétablissement qui nous viennent des États-Unis, qui viennent d'un ailleurs, quoi.
On se rend compte que là-bas, ça vient surtout des mouvements des usagers qui se sont libérés eux-mêmes dans une tradition telle que de Fanon, finalement. Fanon, c'est un Antillais, il est un peu pris dans ces questions-là aussi, de se libérer soi-même. Et ici, en fait, les professionnels, avec les personnes qu'on accompagne, on est en train de se poser cette question-là, quoi. Tous, on est en train de se libérer nous-mêmes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les premières questions de la santé mentale, elles sont venues sur la question de la souffrance au travail. C'est qu'au début, les termes de santé mentale, c'est de dire, mais regardez, les gens qui travaillent dans le social, ils n'en peuvent plus, et c'est la souffrance qu'on ne pouvait plus cacher, quoi. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il se passe du temps, 10-20 ans, et là, aujourd'hui, on est plus en train de se dire, mais derrière tout ce qu'on est en train de se dire, il y a la question de la justice sociale, quoi. Et à partir du moment où on se pose la question de la justice sociale, on retombe sur ce que tu es en train de dire. C'est que finalement, on est tous un peu pris dans des rôles sociaux. Le rôle du psychiatre, il est intéressant, il peut donner envie, les gens ils sont plutôt bien payés, ils sont plutôt respectés, quand ils parlent, on les écoute. Mais de certains côtés, quand on les interroge, ils sont pris dans des trucs, dans une perte de sens complète, quoi. Et notamment sur des injonctions qui sont de prendre des paris de longue en disant lui il est dangereux, lui il n'est pas dangereux, lui il faut faire ci. Si on accompagne des mouvements de libération et en ayant conscience en accompagnant ces mouvements de libération, on se libère nous-mêmes, il se passe des choses assez extraordinaires, quoi. Et moi je suis en train de le voir, notamment dans l'exercice en prison. C'est qu'à partir du moment où on arrête de catégoriser les gens, il se passe des choses incroyables. Et d'autres choses qui se passeront parallèlement à ces journées, c'est ce qui va se passer jeudi et vendredi autour des phénomènes d'entente de voix. C'est un truc qui est très intéressant. Là, on voit, quand on se balade, avant d'arriver ici, il y a des portraits de psychiatres intéressants. Il y a le portrait du psychiatre à venir. Je pense qu'il n'y a pas de psychiatre du futur. Il n'y en a pas. Et c'est peut-être souhaitable qu'il n'y en ait pas. Mais ce qui peut être... Là, le mouvement qu'on est en train de vivre, c'est peut-être de se dire, mais en fait, ces histoires d'entente de voix, d'idées non partagées, est-ce que peut-être on pourrait essayer d'arrêter d'avoir un regard qui va cloisonner les gens. Et peut-être qu'on pourrait essayer ensemble de rediscuter ça à plusieurs. Et commencer par discuter avec les gens qui le vivent. Donc c'est un peu tous ces trucs-là, moi, ce que j'entends dans l'histoire. L'accès au logement, finalement, de sortir des lieux où on te dit de te mettre, mais c'est valable pour où est-ce que tu es physiquement, mais aussi dans nos relations, quoi. Et on est dans une période qui est complètement ambivalente, quoi. Ici, on est une petite bande de marginaux qui n'a pas l'habitude de se croiser déjà, pas souvent. Mais en même temps, les injonctions de notre société, elles sont vraiment pas celles-là. Et en même temps, il y a une petite fenêtre. Et la petite fenêtre qu'a ouvert Vincent sur cette histoire de jouer le jeu des politiques, bon, on peut souhaiter qu'il se fasse un peu prendre là-dedans. Mais c'est vrai que derrière, on sent que ça pousse, quoi. Qu'il doit y avoir des relais politiques forts. Et ça va avec la question du plaidoyer, de judiciariser les problèmes. Il y a un moment, il faut judiciariser. Il y a une question sur l'accès au logement, il y a aussi une question sur l'argent. C'est assez fou. Là, on voit en ce moment, enfin, il y a eu des mouvements contre les fermetures de CAF, là, relayés par la CGT précaire, chômeurs. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a des représentants ou des gens qui viennent de ces mouvements-là. C'est hyper intéressant. On voit actuellement, ils sont en train de tout remettre à des niveaux de précarité hallucinants. C'est qu'avant, l'allocation adulte handicapé, fallait faire une déclaration annuelle. Maintenant, ça retombe à des déclarations trimestrielles. Il y a des fermetures de droits qui sont systématiques, avec des gens qui ne sont pas payés pendant 6 mois. Enfin, c'est des situations qui sont hallucinantes. Et là, actuellement, on n'a pas cette culture, nous. On n'a pas la culture du plaidoyer. C'est un truc, on ne l'a pas. C'est qu'il y a un moment, il y a des situations qui devraient être portées devant les tribunaux. Après, il faut qu'il y ait des collectifs qui soient en capacité de porter ces situations devant des tribunaux. Antonin dans l'ordre, oui, mais il faudra te répondre après. Bonsoir. Antonin, puis il y a Cathy après. Antonin, alors je vais parler de sujets un peu moins spécifiques que la santé mentale propre, parce que j'ai peut-être moins de... Enfin, c'est pas moi qui en parlerai le mieux et vous en parlez déjà très bien, mais quand on parle d'enfermement, je pense que la première structure dans laquelle on s'enferme, c'est sans doute nous-mêmes, et les barreaux qu'on se crée, en fait, c'est la peur. Et plus on a peur, moins on s'ouvre à autrui. Alors là, je parle à l'échelle individuelle, mais du coup, ça se retrouve à l'échelle de la société tout entière et de la nation. Alors que ça soit là, par exemple, comme le disait Vincent tout à l'heure, on va se contenter de sa pauvre petite situation, par exemple, qui peut être extrêmement précaire, extrêmement injuste, en se disant
tiens, mais au final, je suis pas si mal loti que ça parce que en dessous de moi, il y a bien pire. Et le fil conducteur dont tu parlais tout à l'heure, Ali, par rapport au documentaire sur Frantz Fanon et sur ce qui s'est passé avec l'Algérie et la colonisation, les précaires, c'était les franco-algériens, mais du coup, de seconde zone. Mais cette idéologie-là, elle est pas morte du tout, elle est encore extrêmement vivace et peut-être tout aussi forte aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il y a eu pas une conscience de classe, mais on va dire une conscience géographique de nations et de peuples qui se sont dit à un moment donné, on est opprimé par un pouvoir autre qui était le pouvoir français, mais aujourd'hui, sur le territoire français même, ces conditions prévalent de la même manière. Et les faibles, qu'ils soient mentaux, qu'ils soient économiques ou qu'ils soient sociaux, mais les deux sont liés, sont toujours soumis à l'oppression d'un pouvoir, et d'un pouvoir qui est matériel. Et les élites qui appliquent cette conscience-là, personnellement, je ne pense pas qu'elle soit faite dans l'idée de dire nous, on a l'esprit suprême et on applique aux autres une volonté dictatoriale, mais ils pensent eux-mêmes être dans quelque chose de... pour bien m'exprimer, pardon. Eux qui sont au sommet de l'échelle matérielle justifient ce sommet-là en disant tiens, si vous y êtes pas, c'est que vous avez c'est qu'il y a des conditions qui font que vous n'avez pas pu y arriver, et elles sont tenantes à vous-même. C'est-à-dire que vous n'avez pas été assez fort, vous n'avez pas été assez méritant, vous n'avez pas été assez intelligent, vous n'avez pas été assez... j'en sais rien, vous n'avez pas fait les bons choix qui nous ont conduits à ce stade-là. Donc, pour ne pas se culpabiliser eux-mêmes, je pense, il faut que cette idéologie-là, elle soit, elle soit forte et appliquée à tous. Voilà, c'est peut-être pas très clair sur la fin ce que je voulais dire, mais pour revenir à la première pensée, c'est notamment celle de la peur. Et la peur enferme, en fait, elle enferme les nations, elle enferme les gens dans leurs conditions au sein de ces nations, au sein de ces hiérarchies sociales, et elle enferme les êtres humains dans leur rapport à leurs frères, à leurs cousins, à leurs amis ou aux passants inconnus qu'ils rencontrent dans la rue. C'est-à-dire, j'ai peur d'autrui, donc autrui est un danger, et plus je m'enferme dans cette peur, et moins je suis capable d'échanger, alors que la première nature de l'être humain, étant dans un monde relatif, elle passe quand même par l'échange avec son alter ego. Voilà. Merci Elton, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, Cathy, si elle voulait la parole, peut-être que voilà. Ouais. C'est un peu confus ce que je veux. Par rapport à l'habitat, tout ce qui a été dit tout à l'heure sur l'habitat, je pense qu'il y a une maltraitance totale des gens et qu'effectivement, ça génère des dysfonctionnements psychologiques, des attitudes inacceptables en collectivité, etc. Donc ça, c'est très clair. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas malades mentaux, mais qui sont en situation de délinquance du quotidien, quoi, qui fait que c'est impraticable. Bon, ça va être facile ce que je vais vous dire. Moi, tous les jours, je passe devant cet endroit, à Arnavaux, là, le grand carrefour, où tout le fossé, c'est des Roms, je pense, qui habitent. Et l'autre jour, je suis allée voir un film sur les Roms. L'autre fois, je suis allée voir un truc. Et à chaque fois, je suis hyper mal. Bon, c'est déjà, tout le monde a dû se confronter à ces situations. Donc là, il y a vraiment certainement des gens qui sont dans la merde totale. D'ailleurs, on le voit. Et puis, il y en a peut-être qui dysfonctionnent. Donc tout ça, c'est lié à l'habitat. Moi, je suis complètement d'accord. Mais après, c'est là où je vais être vraiment anecdotique presque. J'ai des souvenirs personnels de situations, d'avoir ma voisine, donc qui est complètement, c'était à Belzins quand on est arrivé à Marseille, complètement capable d'habiter, mais qui, un jour sur deux, met le feu à tout l'immeuble parce qu'elle est incapable de faire ça. Après, tu as le mec, tu as même des gens de chez nous, des fois qu'on déconne, qui vont marcher au milieu de l'autoroute, et tu n'as pas envie de les laisser mourir. Bon, donc le rapport à l'enfermement, je veux dire qu'il y a des moments où, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Et moi, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, il y a des gens qui ont choisi, en Italie surtout, que les gens puissent rester dans la vie sociale. C'est-à-dire à quel moment on se dit cette personne, c'est pas possible, parce qu'elle est dangereuse pour moi, elle est dangereuse pour elle et tout. Donc on l'enferme un peu, mais c'est le moment d'après où elle est enfermée un peu et du coup elle va jamais pouvoir ressortir. Et moi, c'est l'endroit de l'enfermement qui me fait peur, parce que j'ai déjà vu des gens... voilà, que je connais bien, que j'adore, qui d'un coup vont paniquer parce que quelqu'un dysfonctionne. J'ai du mal à rester dans la théorie par rapport à ça.
Et donc, ce qui s'est passé à la gare, moi je l'ai déjà vu pas loin de moi, c'est-à-dire que quelqu'un d'un coup fait chier vraiment tout le monde très concrètement. Voilà, très concret. Vous sortez d'ici, vous avez tous vos pneus de voiture crevés, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Et puis après, bon, je prends des petits exemples. Donc, qu'est-ce qu'on fait au moment où ces personnes, on va les enfermer un peu, simplement pour y arriver. Et puis après, tout ce dispositif médical qui se met de passer d'enfermement en enfermement, ça va être les médicaments, après la justice, après le... Voilà, c'est là où je trouve que nous tous, et même moi, on démissionne un peu sur ça. C'est comment on va arriver à ne pas enfermer longtemps, quoi. Je ne sais pas si c'est le sujet. Non, c'est un angle, c'est un point de vue et on raccommode. Moi, j'ai deux réactions. La première sur celle qu'a fait Thomas Bossetti, avec ses références justement qui sont presque de source d'inspiration des États-Unis sur les prises en charge des personnes et qui s'en sortent par eux-mêmes. Et en même temps, cette référence t'amène à faire ce constat de dire oui, tout à fait, il serait temps qu'on s'engage dans des procédures et de se défendre les valeurs des sous-sols. Ceux qui n'ont pas de... Mais ça, c'est aux États-Unis. Parce qu'en France, on n'a pas cette culture, quoi. En France, il y a une culture de révolution aussi. On a de quoi s'inspirer, quoi. Et non, justement, non, c'est pas la même, pas du tout. Non, c'est pas du tout. Non, j'en viens là, parce que on a dit, en France, on a toute cette colonie et aussi beaucoup d'héritage de la Méditerranée, des pays des pauvres, tout ça. Et eux, c'est les premiers aussi qui ont goûté les sous-sols des inégalités, des absences et des invisibilités des choses. Donc, on a beaucoup à partager dans ce sens-là. Par exemple, je donne un autre exemple. Quand on était gamin, nous, les bidonvilles, on a tous grandi. On est toute une génération sur ça. Donc ça, on sait qu'est-ce que c'est. On sait qu'est-ce que c'est de savoir que le système n'est pas juste. On fait avec, nous. C'est pour ça qu'on a fabriqué des solidarités. Et la France a cet héritage aussi. Ça veut dire là, de placer le combat de suite sur une dimension politique, serait bien de faire d'abord une construction d'énergie, une construction d'intérêt. Et après, on rentre dans après, on peut intellectualiser, mais d'abord, il y a un rapport de force qui se fait. Et ça, par contre, on s'est caboyé. On ne sait pas se construire. Et il y a une troisième phase aussi qui me revient là. C'est un jour, j'ai vu un film, L'Évadé, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est des personnes qui prenaient 30, 40 ans, 50 ans de prison. Et un jour, il y a un gars qui sort au bout de 40 ans de prison. Et là, le gars, il rentre dans un parcours d'insertion, tout ça. Donc, il commence à travailler dans un supermarché. Et on lui donne un logement. Un logement. Et là, en fait, c'est chaque fois qu'il y a un détenu qui sort de 40 ans, on lui donne le même logement. Et chaque fois qu'un détenu habite cette loge, il marque son nom et il met une croix et il se pend. Et il meurt. Et donc, il y a un gars, Morgan Freeman, dans le film, l'autre lui dit, mais pourquoi ils font ça? Et là, c'est rigolo. Il dit, parce qu'ils ont trop été institutionnalisés. Quand ils sortent, la liberté, ils ne savent plus qu'est-ce que c'est. Et donc, justement, le côté médical, le côté répressif, ça amène ça, ça nous étouffe. C'est justement, c'est ce côté-là, moi, que je veux tirer. Après, comment on fabrique des mécanismes pour sortir, c'est d'abord, c'est s'affranchir des choses. On en est là aujourd'hui. C'est un peu une réponse aussi à Cathy par rapport à la question individuelle. Qu'est-ce qu'on fait individuellement, quoi? Précisément, c'est une prise en charge, pas forcément collective, parce qu'elle peut nous amener vers des murs. Il y a différentes... J'en profite aussi pour dérouler les programmes suivants, parce qu'il y a différentes attitudes aussi, différentes façons de faire en fonction de cette question de l'habiter. Parce que d'une certaine manière, la question de la sociothérapie, au-delà de tout ce que ça représente, qui est le thème de demain, on va se poser ces questions d'habiter ou de ne pas habiter, de laisser les gens habiter un endroit. Le CATTP est une espèce de foyer. Enfin, il y a aussi d'autres formes de solutions. Je ne voulais pas m'étendre là-dessus, je veux relancer le truc, mais ça me permet de faire un petit peu de com sur ce qui va arriver demain, parce qu'en fait, on a un programme jusqu'à samedi, donc vous êtes conviés et convoqués même à venir jusqu'à samedi. Non, j'exagère, bien sûr. Fatih. Oui, je voudrais reprendre ce que disait Vincent, sans vouloir uniquement faire un dialogue avec lui. À un moment donné, il a dit qu'il fallait démontrer qu'on est capable d'habiter. Et c'est un petit peu choquant, parce que pour un droit au logement et le droit d'habiter, je pense que la question ne se pose pas dans ces termes-là. Et c'est vrai même en dehors des malades, puisque le même type de, pas de programme, mais le même type de filtres sont fabriqués par les travailleurs sociaux des centres d'hébergement.
puisqu'il y a un programme qui s'appelle le programme Prêt à habiter, pour des gens qui sont juste hébergés, qui ont eu un problème conjoncturel, même pas structurel. Ils se sont rentrés en centre d'hébergement, et pour pouvoir rentrer en logement HLM ou être logé, il faut passer par les filtres de... Et donc on voit bien qu'il y a une forme effectivement de volonté d'exclure, une forme d'exclusion de celui qui ne va pas convenir exactement aux normes nécessaires pour pouvoir faire fonctionner la machine. Et donc, je le dis parce que ça, c'est pas le pire, parce que ceux-là ont eu la chance d'être en centre d'hébergement. Mais tous ceux qui sont à la rue, et oui, qu'est-ce qu'on en fait? Mais surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on ne leur fait pas la place dans la ville. Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour eux dans la ville. Et les arrêtés anti-mendicité, aujourd'hui, il y en a pratiquement partout. Toutes les communes en fabriquent. Des communes, vous avez eu l'histoire d'Angoulême, où on a carrément mis des grilles sur des bancs. Sur les bancs publics, oui. Pour que pas que les SDF viennent s'asseoir. Et du coup, ça a même posé des problèmes aux gens de la ville modeste qui avaient l'habitude de s'asseoir. Tout ça pour protéger la même chose, l'économie et le système qu'on voulait défendre. Mais à Marseille, c'est exactement pareil. Et pour ceux qui sont intéressés, et je ne fais pas de promo puisque je n'ai pas d'action là-dedans, il y a un travail qui a été fait par quelqu'un qui s'appelle Chantal Dekmine, qui s'appelle La place des SDF dans la ville. Elle n'est pas travailleuse sociale, elle est urbaniste et sociologue. Et elle a fait un travail en regardant un petit peu dans la rue, un petit peu, quels étaient les éléments pour les reléguer, pour les envoyer ailleurs, pour les empêcher d'être là. Et donc, c'est la même chose pour les malades, puisque de toute façon, pour une bonne part d'entre eux, ils sont ou SDF, et donc pour moi, attention à ne pas se laisser coincer par la filiarisation, c'est-à-dire tous ces publics qu'on veut par des traitements spécifiques, ou par des traitements médicaux, ou par des traitements... Et donc, c'est là-dessus qu'il faut se fixer. La question, c'est l'alliance de tous ces gens-là. C'est comment arriver à pouvoir faire en sorte qu'on ne nous noie pas sur le fait que nous sommes aujourd'hui dans une société qui doit rendre des comptes aux grands groupes économiques. Et que là-dessus, la question de la judiciarisation est une vraie question. Quels sont les droits fondamentaux sur lesquels on doit se battre? Que ce soit donc du coup dans le secteur de la santé mentale, mais ailleurs. Et on a voulu faire un travail, je cherche depuis des mois une association, une organisation qui serait d'accord pour mettre en place sur Marseille et sur la région un observatoire de la criminalisation de la pauvreté. Ben, il n'y en a pas pour l'instant. J'en trouve pas. Jean-Claude, oui, une parole là. Avec un budget. Il est toujours très pragmatique. Un budget très pragmatique, Jean-Claude. Conséquent. La question du budget. Je vous tends la parole. Je vous annonce tout de suite que je vais devoir un peu vous frustrer par rapport au débat, parce que l'appareil là, elle n'attend pas. Oui, je voulais répondre à la question sur qu'est-ce qu'on fait pour eux, qu'est-ce qu'on fait pour nous les malades mentaux, qu'est-ce qu'on fait pour nous qui sommes passés en prison, qu'est-ce qu'on fait pour nous. La première chose, c'est d'arrêter de dire que nous sommes quelque chose. On n'est pas des malades mentaux, on n'est pas des prisonniers, on n'est pas des gens de tel ou tel quartier, on n'est pas... Voilà, on est avant tout des êtres humains. Et quand on donnera à chacun une identité qu'il a, c'est-à-dire que moi je m'appelle Vincent, je n'ai pas telle ou telle étiquette, et bien là, ça me permettra de bouger pour arriver à m'en sortir de ma situation. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si on vous prend pour un fou, vous êtes un fou. Et par conséquent, vous ne pourrez pas mettre des choses en place pour vous aller mieux. Et puis peut-être, oui, pour être socialement plus intégré dans la cité ou dans votre quartier, vous ne branlez pas en plein milieu de la rue, par exemple. Quand vous sortez de telle ou telle prison, qu'on ne vous dise pas, tiens, je te reconnais, t'es dans tel quartier, et puis voilà. Et puis que ça vous colle à la peau. Et en fin de compte, ça vous oblige à quoi? À rester dans cette position-là. Et ça vous oblige, ça vous interdit surtout d'aller autre part. Voilà. Et si on arrivait un jour à laisser tomber toutes ces étiquettes, et c'est un peu le but, et j'espère que pour un chez soi, alors je ne connais pas tellement celui de Marseille, mais c'est les mêmes, mais à Lille, arrivera à poursuivre ça, c'est que, oui, il y a une problématique de santé mentale, mais ce n'est pas ce qui est mis en avant. C'est OK. En tout cas, on donne à quelqu'un,
on lui redonne une dignité, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on lui redonne avant tout son nom. Voilà. Tu n'es pas un SDF, tu deviens quelqu'un de lambda qui a un logement. Voilà. Et à partir de ça, c'est qu'est-ce que toi, tu mets en place pour. Ce n'est pas les gens qui vont devoir mettre en place pour lui. Le tout, c'est pas de faire à la place des autres, ça ne servira à rien, mais que la personne, du coup, elle se mobilise pour dire « Ah bah oui, bon, maintenant j'ai mon logement, donc je ne suis pas un SDF, je ne suis pas un malade mental, j'ai peut-être plein de problématiques. » On n'est pas dupe, on sait quelles sont nos problématiques, on sait quelles sont nos difficultés. Mais à partir de là, on nous enlève toutes les étiquettes, c'est nous, du coup, pour nous dire ok, alors dans ce cas-là, moi, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? Qu'est-ce que je fais pour avancer? Et oui, voilà, je mets des choses en place. De temps en temps, je me casse la gueule à nouveau, mais c'est pas grave. Parce que comme j'aurai avancé, on continue comme ça. Et c'est avant tout ça qui me permet d'avancer. C'est avant tout ça qui permet à la société, aux voisins qui vous jugez comme étant fous dangereux parce que oui, vous tuez des gens ou vous les agressez comme moi j'ai fait. Qui d'un coup vous rencontrent et puis vous disent alors qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Mais t'étais fou. Non, oui, j'avais une grande difficulté. Mais voilà. Mais du coup, je peux me confronter aussi à eux. Parce qu'avant, si on se prend pour un fou ou quelqu'un qui sort de prison, on se dit non, on ne peut pas se confronter à eux. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Non, je suis Vincent, j'ai eu mon parcours, j'ai une difficulté, voilà, mais je suis avant tout moi, et du coup, je peux même raconter mon récit, et ça pose pas de problème. Et du coup, on peut aider les autres, et puis on peut aussi dire aux autres, non, vous n'êtes pas que des malades ou que des ceci, que de cela, vous êtes avant tout vous-même. Voilà, vous avez vos problématiques, c'est à vous de voir, d'identifier vos problématiques, qu'est-ce qui vous empêche de vivre, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, voilà, et que les gens puissent se mobiliser, mais arrêter de sans arrêt remettre des gens dans des cases. Et je ne veux pas faire la défense du programme Chez-soi d'abord, mais simplement, le programme Chez-soi d'abord, oui, c'est vrai, il y a la santé mentale qui est en jeu dedans, mais ce n'est pas la priorité du programme de biais. Oui, ils gèrent ça, mais les gens, on ne leur dit pas, mais attends, t'es un fou, voilà, on va te donner un logement, mais tu te soignes. Non, c'est avant tout, on leur donne un logement, puis après, voilà, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ta vie, pour que toi, tu avances vers là où tu vas aller. Voilà. Et puis arrêtez de demander aux gens que vous voulez sortir des cases, de leur dire oui, parce que dans la société, on veut que tu aies un boulot, que tu aies ceci, tu aies cela. Oui, mais forcez-les à rentrer dans les cases qui conviennent à tout le monde. C'est le meilleur moyen pour ne pas nous y mettre. Voilà. Laissez-nous simplement le désir et l'envie à nouveau de croire à des choses, de croire à l'avenir, de nouveau croire à des rêves. Voilà. Et on va se mobiliser pour ça. Et puis étonnamment, c'est vrai que quand on commence à croire à des rêves et qu'on se dit oui, je ne suis pas que ça, je suis avant tout moi et que j'ai le droit aussi à ça et ça, on met des choses en place. Et étonnamment, la majorité d'entre nous, on reprend une vie, même si j'aime pas ce terme, commune à la majorité de la population. Voilà. Ouais. Oui, Jean-Claude, c'est moi qui fais ça. À la dame. Allez-y, madame. Oui, donc je voulais exactement rebondir sur ce que tu dis par rapport à ce qu'on a vu sur Frantz Fanon, parce que cette dynamique d'oppression de groupes stigmatisés, lui, il dit que la violence qui est faite par ça, à un moment, elle se retournera en violence. Et j'ai envie de dire que quand on voit le niveau d'oppression qu'il y a sur les pauvres en ce moment, quand on voit le niveau d'oppression qu'il y a par l'intermédiaire du logement, quand on voit le niveau d'oppression des malades mentaux, la stigmatisation hyper forte qui est faite, il ne faut pas s'étonner si à un moment, ça finit par se retourner en violence. Tout à l'heure, Ali, tu disais, en France, on est des révolutionnaires. Bon, moi, c'est ce que ça m'évoque, ça. Mais après, par rapport aussi à ce que tu as dit sur les Américains, n'oublie pas que les grands mouvements sociaux qu'il y a eu, les droits civiques, le mouvement qu'il y a eu sur le rétablissement, ça a été aux États-Unis, tu vois. Ils ont aussi une culture de ça. On peut s'inspirer de ça, c'est possible aussi. Après, nous, c'est passé par le sang. Voilà. Si vous voulez manger une paella pas bonne, faut le dire. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Quand la paella elle a trop baigné, mais je vais te laisser finir. Du coup, Ali, tu clôtures comme ça. C'est très juste. Je dis que aux États-Unis, ils ont porté beaucoup de sources d'inspiration, mais c'est pas la seule. Et aujourd'hui, l'exclusivité aussi, les États-Unis, ils ont porté aussi les inspirations du capitalisme aveugle, avec tant de chômeurs. Et les États-Unis, ils ont porté aussi d'autres inspirations destructrices. Voilà. Oui, non, j'étais pas en train de dire qu'on ne doit pas s'inspirer. Je dis que ce n'est pas l'exclusivité de l'inspiration, c'est tout. Tu as raison. Bon, mais la paella est chaude, hein.
Bon voilà, en tout cas, le but n'est pas de clôturer un débat quand on fait une chat-chat, mais bien de continuer à discuter dehors, en mangeant, etc. Voilà, de ces sujets, qu'on n'est pas d'accord, qu'on est d'accord, qu'on a envie de s'en paffer, qu'on a envie de... Hein, voilà, c'est la continuité. On continue à penser, à réfléchir, à échanger et à se sustenter avec une bonne paella. Demain, Enyo il va avoir besoin d'un petit projecteur pour projeter des photos.